On va commencer par, je vais vous laisser vous présenter. Peut-être Cédric d'abord rapidement. Oui, bah moi, je suis ingénieur en informatique. J'ai une longue expérience derrière moi. Je donnerai pas mon âge, mais je peux vous dire que j'ai presque 35 ans d'expérience en informatique. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie professionnelle. J'ai été entrepreneur pendant 10 ans et je travaille dans le domaine du Web3 depuis au moins 3 ans. J'ai aidé différents projets, dont celui de Soulouf qui va prendre la parole ensuite, mais également d'autres projets. Et donc j'ai été très concrètement dans cet écosystème depuis l'année dernière, puisque j'ai passé un peu plus d'un an à travailler pour la Graph Association, où j'ai fait des choses absolument passionnantes dans ce sujet-là. Voilà, donc je fais court, hein, parce que sinon il y en aurait pour un moment. Non mais c'est Voilà. parfait. Jafar, tu veux aussi te présenter? Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jafar Sayed. Je suis ingénieur informatique également, comme Cédric. Mais j'ai aussi en fait une double casquette. Je porte un MBA en développement international et j'ai commencé à entreprendre en fait depuis 2017. Ça a été en tout cas une bonne introduction pour moi pour l'écosystème entrepreneurial, mais surtout que j'ai commencé à entreprendre dans l'écosystème blockchain. Et du coup, j'ai réussi à co-créer avec mon associé Mohamed Mnif Darl Blockchain, qui se présente aujourd'hui comme un hub Web3 au Nord-Afrique. Aujourd'hui, on présente plusieurs, en tout cas, réseaux ou blockchain dans notre région. On travaille principalement avec des clients euh, africains, mais aussi plutôt européens. Euh, je suis aussi cofondateur de Latency, qui opère dans l'écosystème blockchain pour les énergies renouvelables. Donc on travaille vraiment dans cette technologie. On voit beaucoup d'opportunités, beaucoup de potentiel pour notre pays, mais aussi, enfin notre pays. Moi, je suis tunisien. J'ai oublié de dire ça. Je suis tunisien d'origine. En tout cas, j'étais né, born and raised in Tunisia, et je vis en Europe depuis 10 ans aujourd'hui. Donc je pense en tout cas que mon pays, mais aussi mon continent, trouvera en tout cas beaucoup d'opportunités à travers cette technologie, comme on a vu en tout cas l'adoption des mobiles, enfin des téléphones en tout cas en Afrique, on essaye de vraiment euh, combler le gap de cette technologie, quel que soit en tout cas Internet. Aujourd'hui, on pense que la blockchain pourra vraiment ramener de la valeur ajoutée pour tout ce qu'on est en train de faire, pour notre daily use en tout cas. Et voilà, donc voilà, on opère dans cet écosystème, on essaie de ramener de la valeur ajoutée pour nos partenaires, nos clients. Et voilà, enfin, en gros, c'est ça. On entrera peut-être dans les détails si besoin. Ok, très clair. Le faux? Oui, oui, bonjour, je m'appelle. Donc, je vais me Ouais, présenter, n'est-ce vas-y, pas? pardon. Vas-y. D'accord, parce que la ligne n'était pas très très bonne, On t'entend bien. excusez-moi. Donc, je m'appelle Soulouf, Solofo. Soulouf, c'est la même chose. Soulouf Rafe no Bolatiana, ça me permet de me mettre dans le contexte. Donc, je suis un des cofondateurs et CEO de DigiTop. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail. Personnellement, je suis ingénieur de formation sur télécom, mais euh, je dirais, je suis un Africain. Je suis né à Madagascar, j'ai fait toutes mes études jusqu'à mes 19 ans, 18 ans, 19 ans, et après, évidemment, je suis parti faire mes études en Europe et travailler dans des grandes entreprises comme Hewlett-Packard et autres. Mais au bout d'une quinzaine d'années, je suis devenu entrepreneur. Alors, j'ai créé 3 boîtes dans ma vie, et la dernière, celle-là, DigiTop, c'est vraiment le projet de ma vie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la blockchain, contrairement à l'usage qu'on en fait ici en Europe et dans les pays développés, je suis quelqu'un qui est provocateur par nature, donc c'est pas grave si ça vous gêne. Mais le monde de la crypto, les digital assets, je dirais que dans le pays du Nord, qui sont des gens gras, riches, c'est un moyen de spéculer.
voilà, je rentre dans le plat parce que c'est ça. C'est un moyen pour gagner 20, 30, 50%, créer des technologies, des Alors, Solof, protocoles, des si, liquidités. si, si tu veux Ouais, bien, on va aborder ces sujets-là. Évidemment, même si d'accord. mais c'est hyper intéressant et tu as bien raison de mettre les pieds dans le plat. De toute façon, on est là pour ça. Mais Donc, mon ouais, propos, c'est de dire, j'arrête là, je vais vous parler d'usages complètement différents de ce qu'on en fait dans les pays développés. ok. Et Voilà. ben hâte de t'entendre sur ça. Mais on voit déjà l'angle qui est donné et pour lequel je suis pas loin d'être d'accord. Donc ok, très cool. On va également recevoir Pascal. Salut Pascal. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que nous on peut t'entendre? Alors Pascal, ton micro est mute et Soulouf, juste coupe ton micro à chaque fois que tu ne parles plus, s'il te plaît. Merci beaucoup. Pascal. Ouais, ouais, merci beaucoup. Merci de me recevoir. Donc moi, je m'appelle Pascal Marguet. Je suis maintenant chez Fireblocks depuis 2 ans, qui est le leader d'infrastructure digitale, et je suis en charge des ventes sur le territoire de l'Afrique, avec, comme Solofo le dit, des cas d'usage spécifiques, transformatifs, et pour rebondir sur ce que Solofo disait, beaucoup plus intéressant à mon goût, que ce qui se passe dans le reste du monde. Ok, bah très bien, bah ça donne déjà une idée de ce dont on va parler aujourd'hui, mais pas seulement. Alors, en attendant que Andrew nous rejoigne, on va commencer d'abord par introduire un petit peu la table ronde. Donc déjà, je suis très content de vous accueillir tous à cette table ronde dédiée à la blockchain dans les pays émergents. Et aujourd'hui, on va essayer d'explorer un peu comment cette technologie innovante s'implante et transforme justement différentes régions du monde en développement. Donc on abordera ensemble des sujets cruciaux, hein. On fera d'abord une cartographie des zones géographiques et économiques clés. On parlera également de la réglementation et évidemment on parlera, et ça c'est le sujet qui semble être important pour vous et pour nous aussi, sur les cas d'usage spécifiques, que ce soit pour les particuliers, pour les entreprises, pour les institutionnels. Et puis on finira effectivement cette table ronde sur l'ouverture vers ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale, qui connaissent un essor assez important justement dans les pays émergents. L'idée, c'est que la blockchain a un potentiel qui est celui de résoudre des problèmes systémiques dans les économies émergentes, en offrant des solutions, que ce soit de paiement, de crédit, des opérations gouvernementales. Et l'idée, c'est que, eh bien, pour arriver à une adoption généralisée de ces technologies, il y a des défis, notamment, on y reviendra sur le plan réglementaire, technologique, mais également business et financier. Donc voilà un petit peu comment ça va se dérouler, et ça tombe très bien parce que nous accueillons donc le dernier participant à cette table ronde, en l'occurrence Andrew. Salut Andrew, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Je suis ravi d'être ici. Merci à tout le monde. Je suis le chef des actions grâce et investissements avec le Ashgraph Association ici en Suisse. Je suis maintenant en train, alors si la connexion ne fonctionne pas comme il faut, vous avez la raison. Et de notre part, nous travaillons plus ou moins surtout avec Adera, et c'est tout. On travaille beaucoup dans les économies émergentes et j'ai hâte de répondre à vos questions et participer. Merci pour l'opportunité. Eh ben très très heureux de t'avoir avec nous. En plus c'est parfait, t'as pris le pli, tu coupes ton micro quand t'as fini, c'est nickel. Alors on va commencer d'abord par cartographier un petit peu, parce que nous, pour reprendre les termes de Soulouf, nous sommes de gras personnages occidentaux. Je dis ça en rigolant évidemment, mais on connaît pas forcément très bien que ce soit la géographie ou les différentes zones d'influence des pays émergents. Donc qui se sent le plus capable de commencer pour essayer de cartographier un petit peu les pays émergents où l'adoption de la blockchain est peut-être la plus avancée et pourquoi. Ce que je vous invite à faire, comme on est quand même 5, c'est que vous avez un petit bouton en bas qui vous permet de lever la main. Vous appuyez sur le petit cœur en bas et puis vous avez la main, vous prenez celle qui est tout à droite puisque c'est une main qui va rester levée et qui me permettra d'attribuer la parole dans l'ordre de celui qui l'a levé en premier. Et voilà, donc Cédric, tu veux te lancer, vas-y, on t'écoute.
Oui, ben, on va essayer de faire un espèce de constat de ce qui se passe. Alors moi, c'est vrai que je vais surtout me concentrer sur l'Afrique, comme je l'ai dit, parce que c'est le continent que je connais le mieux. Ceci dit, les pays émergents, c'est beaucoup plus large que ça, hein. On a l'Amérique latine, on a le Moyen-Orient, on a l'Asie du Sud-Est, voire même l'Océanie. Donc le monde est vaste. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ces pays-là sont progressivement en train d'essayer de se regrouper avec pas mal de challenges à travers ce qu'on appelle les BRICS, qui sont en train de créer un espace politique et économique au sens large. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, les BRICS ont des projets sur la blockchain qui ont été annoncés. Hein. Alors avant qu'ils sortent, on verra, mais on voit qu'il y a que cet outil commence à être vraiment pris en main par ces pays-là à travers le monde en général. Ce que je trouve très intéressant, c'est que à la différence de l'Europe, par exemple, ces pays sont fondamentalement souverains. Alors bon, ils ont des souverainetés plus ou moins variables, mais ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, cette souveraineté leur laisse quand même une grande liberté pour adopter des technologies, euh, parfois, et même de temps en temps, plus rapidement que l'Europe et les pays occidentaux. L'exemple typique, c'est la mobile money, hein, qui est adoptée par presque de 500 millions de personnes dans le monde, et qui est un système qui est complètement inexistant chez nous, et qui a permis à certains pays africains comme le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, etc., de complètement redévelopper une économie, alors de petits montants, de petits paiements, mais en fait c'est vraiment la base de l'économie, c'est que quand les gens peuvent s'échanger de l'argent, bah, l'économie décolle. Moi, je voulais citer quelques chiffres intéressants sur l'Afrique qui démontrent bien dans quoi on se place. On a selon les estimations, entre 40 et 45% de gens en Afrique qui ont un compte en banque, ce qui veut dire que on a entre 55 et 60% de gens qui n'ont pas de compte en banque, qui n'ont pas accès aux services bancaires. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on a beaucoup de mal à imaginer chez nous, mais on peut très bien se mettre dans la peau de ces gens-là qui n'ont pas accès à quelconque service bancaire, c'est-à-dire ni des services de paiement de base, ni des services d'emprunt, ni des services de prêt, et encore moins tous les services financiers qu'on peut trouver autour. Donc ça, c'est vraiment le contexte dans lequel on se place. Alors derrière, ben, il y a un autre chiffre intéressant et qui est tout à fait significatif de la situation, c'est qu'il faut que vous sachiez que les banques africaines sont les banques les plus profitables au monde. Et c'est la même chose pour les opérateurs télécoms. Donc c'est très intéressant d'avoir cette espèce de contraste en fait entre le sous-équipement dans ces services de base et la profitabilité des acteurs qui sont sur place. Ce qui s'explique assez simplement, Soulouf peut-être interviendra dans ce sens-là parce qu'il connaît encore mieux ce sujet que moi, mais le problème de la bancarisation en Afrique, c'est que les banques sont extrêmement exigeantes vis-à-vis des personnes sur place pour ouvrir un compte. La première exigence qu'ils ont, c'est il faut une pièce d'identité. Or, vous avez en Afrique à peu près 30 ou 35% des gens qui n'ont même pas de pièce d'identité. Donc c'est des centaines de millions de personnes qui n'ont pas une pièce d'identité. Donc déjà, comme les banques disent, pas de pièce d'identité, pas de compte en banque, déjà ça limite tout cela. La deuxième chose, c'est que les banques en Afrique n'ouvrent pas de compte en banque s'il n'y a pas de revenus réguliers. Et or, l'économie informelle en Afrique, c'est là où elle est. C'est-à-dire la majorité de l'économie en Afrique est informelle, elle se base sur le cash. Il y a finalement une digitalisation des services bancaires qui est très faible. Et donc, quand on a une économie informelle, c'est-à-dire sans bulletin de salaire, sans actifs, sans patrimoine, etc., les banques n'ouvrent pas de compte. Donc on est dans cette situation-là. On pourrait la transposer dans les autres régions du monde parce que je pense que en Amérique latine et dans certains pays du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est, on doit avoir des situations similaires. Mais voilà le contexte. Donc c'est dans ce contexte-là que va arriver la blockchain. Donc Alors j'imagine qu'on reparlera plus tard. sur le constat, c'est très clair et je te remercie. Là, l'idée, c'était surtout de pouvoir vraiment cartographier, nous donner peut-être, je sais pas, soit des pays particuliers, soit des regroupements de pays. Alors, tu as parlé des BRICS, mais c'est quand même très vague.
puisque dans les BRICS, on a de l'Asie, on a de l'Afrique, On a 11 pays voilà. aujourd'hui. Donc peut-être plutôt un côté un peu scolaire, hein, mais qui est pas, je pense, inintéressant pour débuter, vraiment avec des exemples de régions, de pays ou de regroupements de pays dans lequel on voit un essor peut-être un peu plus important que d'autres. Pascal? Oui, alors j'ai pas la prétention, je trouve que de faire ça mieux que Cédric, c'est un exercice assez difficile, mais peut-être au niveau de Fireblocks, qui est une entreprise globale et qui est très axée sur l'ensemble de ces pays, il y a vraiment en fait des zones qui sont souvent liées au deuxième sujet dont on va parler après, en fait, qui est lié à la régulation, parce que d'une certaine manière, c'est souvent dans les zones régulées qu'on va avoir les avancées un peu les plus profondes, excluant un peu l'Afrique, mais dont je parlerai un peu après. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit vraiment en leader chez Fireblocks, en zone qui a un peu cette combinaison entre une économie très dollarisée à la base, où il y a effectivement pas mal d'inflation, un besoin de souveraineté et de la régulation, je dirais que c'est vraiment l'Amérique du Sud, qui est l'idée quand même par le Brésil et d'autres pays comme El Salvador qui sont très souvent dans les news pour leur holding de Bitcoin. Mais l'Amérique du Sud a vraiment cette combinaison des deux qui fait qu'on voit des cas d'usage assez importants avec des néobanques par exemple comme Nubank qui sont assez révolutionnaires sur le sujet et qui offrent déjà des offres full crypto, ce qu'on attend encore un peu en Europe ou même aux États-Unis d'une certaine manière. Et après, on va avoir une zone en Asie qui est un peu plus éparse pour nous, avec vraiment des zones différentes et une utilisation un peu similaire à l'Afrique, qui va être un peu, entre guillemets, under the radar, avec une régulation un peu plus éparse. Et dans le sujet de l'Afrique en particulier, qui est moi où je fais le marché sur lequel je suis, là, on a vraiment des chiffres pour cartographier avec très peu de régulation à l'heure actuelle. En Afrique, concrètement, aujourd'hui, on a plus ou moins l'Afrique du Sud et Maurice qui ont une régulation claire sur les cryptos. Mais en fait, on a le Nigeria qui est le deuxième pays au monde où on a fait plus de cryptos. L'Afrique est le continent où il y a le plus de wallets sur la blockchain. Donc en fait, il y a vraiment un peu ces deux sujets qui est la volonté d'adoption. Et ça, cette volonté d'adoption, je pense elle est dans toutes les zones, l'Amérique du Sud, l'Afrique, en Inde, en Asie également. Mais par contre, et c'est là où ça sera intéressant de parler de ce deuxième point de l'état de la réglementation, c'est vraiment ça qui apporte un peu ce booster de permettre aux acteurs institutionnels de vraiment délivrer les cas d'usage et aux régulateurs de mettre un cadre précis pour que l'économie et les pays en profitent directement. Ok, très clair. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite rajouter quelque chose sur cette partie cartographie? Oui, oui, je Ouais, voudrais vas-y. Alors bien. n'hésite pas à euh, lever la main, Soulouf, comme ça même pour moi c'est plus simple. Désolé, je n'ai pas la main. Tu la trouves pas? Je suis pas habitué. C'est la, En fait, c'est l'icône à droite où il y a, où on peut demander un chat, ouais, c'est en fait ça? t'as Non? un petit cœur en bas avec un petit plus, Ouais, et d'accord, c'est parfait, la main qui parfait. se trouve Oui, la plus à droite. Voilà, comme ça tu d'accord, sauras. parfait. Mais Ok. vas-y, on t'écoute. Alors, on va revenir sur la régulation, sur l'état des régulations dans les 54 pays, parce que l'Afrique c'est un continent, c'est 54 pays. En fait, mais il faut voir il faut le voir sur deux axes. Il y a les, la régulation ou les régulations qui laissent à désirer, mais qui évoluent beaucoup. Je participerai à ce point-là après. Et il y a l'usage, les usages par les citoyens, par les acteurs. Donc aujourd'hui, des pays comme, bien entendu, on revient toujours sur le Nigeria, mais globalement, et encore une tarte à la crème à nous francophones, les pays anglophones sont les plus aguerris, les plus bullish à l'usage on peut dire, de la blockchain, enfin de la crypto. Bien entendu, avec des services basiques comme on a l'habitude de faire ici, à acheter, vendre. Mais le Nigeria, le Kenya. Le Kenya est un pays qui est en très très forte croissance, même en termes d'usage aussi. L'Afrique du Sud. Donc tous les pays anglophones, même le Ghana où légalement c'est banni encore, mais il y a une communauté de DeFi au Ghana qui est très très développée, qui s'appelle DeFi Africa. Je vous invite à regarder ça. Donc les anglophones. Après, il y a un ventre mou où les régulateurs, les pays ne savent pas très bien quoi faire, mais surveillent ça, regardent ça, et je parle des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Il y a deux grandes zones en Afrique de l'Ouest, l'UEMOA
qui est là où il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Mali, Niger, la Burkina Faso et aussi Guinée-Bissau. Et là, vous avez la communauté de l'Afrique centrale, où vous avez Cameroun, Gabon et tout ça. Ces deux zones ont leur propre banque centrale. Ils utilisent le franc CFA, mais deux francs CFA qui se convertissent pas tant que ça d'ailleurs, où les régulateurs, les États, on peut dire, ils sont conscients. J'ai rencontré beaucoup parce que je vis en Afrique de l'Ouest, et donc je rencontre les gens qui gèrent ça, mais ils ont vraiment d'autres problèmes, on dira beaucoup plus à la fois géopolitiques, mais aussi de peur par les gouvernants de lâcher la brique, comme on dit. Mais il y a une bonne utilisation par les citadins et les jeunes, mais ça n'a rien avec aucune mesure avec ce qu'on trouve au Kenya, au Ouganda, en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Ghana. Ce sont tous des pays anglophones. Et après, je vous parlais d'un pays que j'adore, qui n'est pas Madagascar, je suis malgache, mais que j'adore parce que d'abord, c'est le deuxième plus grand pays d'Afrique. C'est 120 millions d'habitants, juste après le Nigeria, et qui s'appelle l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est ni francophone ni anglophone, mais qui s'est libéré énormément depuis 15 ans. Bon, d'autres problèmes politiques en haut dans le Nord, mais qui est une société qui se digitalise à une vitesse grand V. Et aujourd'hui, les cryptos sont officiellement bannis, mais l'État éthiopien a lancé un programme, un sandbox. Donc aujourd'hui, vous avez un projet, vous vous inscrivez et vous pouvez commencer avec cet accord de faire des prototypes ou des tests. Et l'Éthiopie a une particularité par rapport et pour moi qui était vraiment un pilier et qui va être un moteur de développement de l'Afrique, c'est l'Éthiopie a une particularité aussi, c'est que l'Éthiopie a une diaspora très très importante et qui est très très dynamique pour ramener de l'argent au pays et qui investit. Ils sont un peu comme les Maliens pour les francophones. On connaît pas. On va parler de rémittance justement un petit peu plus tard. Voilà, on va parler tard. de tout ça. Mais voilà, donc vous me demandez la carte. Et je te remercie. Et après, il y a un troisième qui est, je dirais, la Belle au bois dormant, qui bannit tout, mais qui a un fort potentiel, où il y a beaucoup d'usages. Le Maroc. C'est interdit, mais les Marocains sont les francophones, les arabophones les plus cryptoisés et blockchanisés, je sais pas si je peux l'appeler comme ça. L'Égypte, vous voyez, enfin, faut sortir un peu du giron francophone. Voilà, donc vous avez les anglophones qui sont très en avance, qui sont importants en nombre parce qu'il y a Nigeria et Kenya derrière. Vous avez les francophones qui sont en retard et bon. J'en ai marre d'entendre ça. À chaque fois, c'est pareil, on est en retard. Non, mais je sais, mais c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est vrai. Et c'est la réalité. C'est parce que c'est vrai que ça m'énerve. Non, mais c'est la réalité. Mais moi, je suis un acteur. Non, mais en plus, ce sujet-là du retard de l'Afrique francophone. Et je travaille avec des Tunisiens qui sont autour de cette table. Et je mesure. Mais ça veut pas dire que il y a des pépites en Afrique de l'Ouest comme Nigeria, par exemple. On va. Donc, non mais voilà, ce que je disais, c'est qu'effectivement ce sujet sur la différence entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, en fait, elle n'est pas que sur le développement de la blockchain. Dans d'autres secteurs d'activité, je me rappelle, notamment sur les services bancaires, assurantiels, dans lequel j'ai un petit peu travaillé à l'époque. Je sais que le constat était le même. Donc c'est pour ça que je me dis, mais zut alors. Jafar qui lève la main, vas-y. Alors, je pense qu'en tout cas, Solofo a essayé de présenter les choses bien. Je vais essayer de faire un petit résumé, en tout cas pour cette petite cartographie, mais avec un focus en tout cas Afrique, parce que comme a dit Cédric, quand on parle de pays majeurs, on pourra parler peut-être de l'Asie sud-est, notamment Vietnam, etc. Mais comme nous on se spécialise en tout cas dans l'Afrique, je pense que la cartographie elle pourra se faire de façon aussi, en termes de pays, mais aussi en industrie. Donc si on parle par exemple du service financier, finalement, la technologie blockchain, donc, elle est largement adoptée dans ce secteur en Afrique. On parle du Nigeria, Kenya, Afrique. On parle même de l'Éthiopie. On parle aussi
les îles Maurice, les îles Maurice qui sont des leaders aujourd'hui, surtout en termes de régulation. Des entreprises comme BitPesa au Kenya proposent des services de paiement qui facilitent vraiment les transferts, en tout cas internationaux, qui sont beaucoup moins coûteux que ce qui existe aujourd'hui dans le marché. Il y a plusieurs startups en tout cas qui essayent d'explorer cette technologie pour faire fournir des micro-prêts ou des microcrédits avec des produits d'assurance aux populations mal desservies, comme a essayé d'expliquer en tout cas Cédric. On parle de l'agriculture aussi, où la blockchain trouve également des applications dans ce secteur, où elle était utilisée pour améliorer la traçabilité des produits, de la ferme à table. On entend toujours parler de ça, en tout cas en France. Au Nigeria, il y a des initiatives comme AgriLedger qui utilisent la blockchain pour créer des systèmes de traçabilité et qui aident les agriculteurs à obtenir de meilleurs prix pour le produit. Le gros secteur de l'énergie, en tout cas où là, Light & Sea se positionne aujourd'hui, il y a une grande adoption dans ce secteur. Et là, on parle de la technologie blockchain, on parle pas de la crypto-monnaie, donc on s'en fout de la régulation finalement. Et là, au sud, en tout cas du Sahara, il y a des projets tels que Sun Exchange. Sun Exchange, ça existe depuis 2016 et qui utilise la blockchain pour permettre aux individus d'acheter des cellules solaires et de louer à des écoles, des entreprises, d'installations communautaires, et ça marche. Sun Exchange, ça existe, comme je dis, depuis 2016, ça existe toujours, et ça avance. En tout cas, c'est l'un des premiers use cases qui semble être solide en Afrique. Nous-mêmes, Light & Sea, on opère aujourd'hui au Nigeria, et on opère dans différents pays en Europe, mais surtout on opère en Tunisie. En Tunisie, on vient de gagner un appel d'offres pour intégrer la blockchain chez l'Asteg. L'Asteg qui est le producteur et le distributeur d'énergie en Tunisie, le seul d'ailleurs. Il y a qu'un seul producteur et distributeur. Enfin, il y a deux autres petits producteurs qui sont very private. Tout ça pour dire en tout cas que le secteur énergétique, c'est l'un des secteurs prometteurs, où la blockchain ramène de la valeur ajoutée sans forcément en tout cas attendre la régulation. On parle aussi de santé, où dans ce domaine, la blockchain est utilisée pour sécuriser des dossiers médicaux, améliorer la gestion des stocks de médicaments et lutter contre les médicaments contrefaits. Des initiatives comme Dragstock en Afrique du Sud utilisent la blockchain pour assurer la traçabilité des médicaments du fabricant aux patients, réduisant ainsi le risque de contrefaçon. Et d'ailleurs, avec DAL le blockchain, aujourd'hui, on est en discussion avec le ministère de Santé à Tunis pour faire intégrer la blockchain dans leur infrastructure. Et finalement, le grand secteur de l'éducation, aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui explorent cette technologie pour certifier des diplômes, pour sécuriser des dossiers académiques. On parle au Zimbabwe, où l'université de Zimbabwe a utilisé la blockchain pour permettre de vérifier les diplômes, ce qui facilite la vérification des qualifications, par exemple ailleurs, et les institutions éducatives. Alors nous-mêmes, en fait, dans le blockchain, on organise plusieurs sessions d'éducation. On est partenaire avec plusieurs universités. D'ailleurs, l'année prochaine, il y aura un cursus officiel chez au moins 3 universités tunisiennes pour éduquer autour de la blockchain. On organise plusieurs événements, en tout cas communautaires, notamment des hackathons. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, on est en plein hackathon où des étudiants et des startups qui sont en train de créer leurs solutions dans l'optique de gagner un prix et se faire adopter. Voilà. Merci Jafar. Et alors c'est bien parce que moi j'avais un petit plan que j'avais prévu, mais en fait on va en déroger un petit peu et c'est pas plus mal finalement puisque les différents sujets sont complètement imbriqués, que ce soit au niveau réglementaire, au niveau use case, etc. Mais merci Jafar. C'est vrai que pour le coup moi ce que je ressens en fait en t'écoutant, c'est que tous ces use cases dont tu parles, on en parle effectivement en Europe depuis un petit bout de temps et il y a beaucoup peine effectivement à émerger et que tu me dis que en Afrique il y a déjà aujourd'hui des initiatives qui sont live clairement et finalement on se dit que ces pays émergents, enfin sur la blockchain, ils sont un peu plus qu'émergents. Quand on t'écoute, c'est assez bluffant. J'ai vu ta main, Cédric, mais je vais avancer un petit peu, mais peut-être que ça va. Je te donnerai la parole, donc peut-être que ce sera lié.
la situation économique et politique des pays, alors si on prend l'Afrique, parce qu'il faut bien se faire un focus à un moment donné, elle peut présenter dans certains pays des instabilités. Et là aussi, comment est-ce que, en prenant des exemples précis, comment la situation économique et politique, alors on parle évidemment dans certains de conflits, on parle de corruption, on parle de grande pauvreté, on parle d'autres pays qui, eux, au contraire, ne connaissent pas ces problématiques-là. Et comment, justement, ces situations, on pourrait même rajouter géopolitiques, eh bien, influent justement sur l'adoption de la blockchain. Alors, je ne sais pas si c'est de ça dont tu avais envie de parler, Cédric, mais j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Et les autres aussi, n'hésitez pas à lever la main. Si, c'est exactement ça sur lequel je voulais abonder. En fait, on a une grande diversité des situations, hein. Il y a des pays qui progressent beaucoup plus vite que d'autres. Il y a des pays qui sont déjà complètement ouverts sur le monde et il y a des pays complètement enclavés. Donc on a une grande variété de situations. Mais enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le taux de bancarisation, le taux d'accès finalement à une économie un peu plus établie, formelle, etc., est quand même faible. Et là, la blockchain, c'est une vraie opportunité. Alors, il y a une véritable dualité, en fait, parce que il y a le phénomène de la crypto et donc l'usage des crypto-monnaies qui effectivement est interdite plus ou moins explicitement dans la majorité des pays, hein. Le panorama, il est assez clair. Il y a très peu de pays qui ont une réglementation ouverte, mais on constate que les pays qui sont les plus stricts sur cet usage, finalement, c'est là où il y a le plus d'usage de la crypto-monnaie. Et ce que j'ai constaté, c'est que il y a également, il commence à y avoir une prise de conscience sur le fait qu'il faut bien séparer la problématique des crypto-monnaies, c'est-à-dire des potentiels risques d'usage de la crypto-monnaie, de la volatilité, etc., de la blockchain elle-même. C'est-à-dire que je pense que la plupart des pays africains aujourd'hui sont en train de prendre conscience que la blockchain peut être utilisée pour tout un tas de cas d'usage, et Jafar en a cité de nombreux, qui n'ont rien à voir finalement avec la spéculation et autres, et ça présente énormément d'opportunités. Alors moi, je voulais parler d'un autre pays qui me tient à cœur parce que j'y ai passé 5 ans de mon enfance, qui s'appelle l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays très intéressant parce que on a 40-45 millions de personnes. C'est la deuxième ou la troisième économie africaine. C'est le troisième producteur de gaz au monde. Le pétrole, ils ont aussi beaucoup de pétrole, mais l'économie est à 90% en cash. Et le contexte historique de l'Algérie est complexe, hein. Il y a eu une révolution il n'y a pas très longtemps, en 2019. Il y a une nouvelle équipe au pouvoir. Et je travaille sur un projet. Alors malheureusement, je ne peux pas le dévoiler pour l'instant, mais c'est un projet de transfert d'argent. Il y a ici et c'est un exemple tout à fait intéressant de ce qui pourrait se passer dans le reste des pays émergents, c'est-à-dire la prise de conscience que d'un point de vue économique, si on n'arrive pas à fluidifier à la fois les remittances, donc l'envoi d'argent depuis la diaspora, qui est considérable, hein. En Algérie, on estime que c'est entre 5 et 12 milliards de dollars par an qui rentrent par le biais de la diaspora. Ce qui est intéressant, c'est la variabilité de ce chiffre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart de ces transferts d'argent se font dans un système de compensation entre guillemets occulte qui s'appelle l'awala en arabe, qui consiste à trouver une personne en Europe où on va déposer de l'argent et une personne en Algérie qui va faire une compensation en donnant des dinars. On a des problématiques, par exemple, d'écart entre le taux de change officiel et le taux de change de la rue qui est de l'ordre de 35%. En fait, c'est cet état de fait. Comment ils peuvent en sortir? La blockchain peut amener clairement une solution qui va permettre de fluidifier cet échange, puisqu'on va avoir une réduction des délais et une réduction des coûts et probablement aussi une réduction de l'écart entre ces taux de change de la rue, taux de change officiel, etc. Simplement en utilisant les stablecoins. Alors, on faudra peut-être, on va revenir sur l'opportunité que représentent les stablecoins. Qui sont aujourd'hui essentiellement utilisés dans la DeFi aux États-Unis, en Europe, etc. Mais on voit qu'il y a de nombreux projets qui commencent à se dire, bah oui, en utilisant un stablecoin et en constituant des stablecoins basés sur les monnaies locales, on va reconstituer une économie
qui va permettre ensuite de développer d'autres services, et notamment les paiements transfrontières, l'épargne, le prêt, etc. Moi, ce que je constate, c'est que les pays africains sont quelque part décomplexés, c'est-à-dire si j'ai une solution pragmatique qui fonctionne, je l'expérimente, et si l'expérimentation fonctionne, je la mets en œuvre. Et ce que j'espère, c'est que ces pays-là comprendront que c'est une opportunité extraordinaire finalement d'obtenir une autonomie financière, une économie qui se développe indépendamment des réglementations mondiales qui les contraint souvent dans des systèmes qui ne sont pas du tout à leur avantage. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter sur ce sujet-là. Très clair. Andrew et après Soulouf. Oui, merci. Je voulais seulement dire que, de ma part, mon expérience avec les pays en Afrique, c'est que les gouvernements et les gens, c'est comme des voies ferrées. C'est comme ils marchent au parallèle, mais ils intersectent jamais. Alors, c'est pourquoi le blockchain, l'adoption, c'est beaucoup plus accéléré en Afrique que dans les pays du premier monde, comme au Canada ou même ici en Suisse ou les autres parties. C'est parce qu'en Afrique, le blockchain, la solution, ça devient très, très évident. Et de ma part, j'ai des expériences en Nigeria, au Ghana, et l'Afrique du Sud, au Kenya. Et là, je vois que quand on fait des logiciels qui utilisent le blockchain, c'est parce que ces logiciels, ils sont en train de rectifier un problème qui est évident. Et même si les gouvernements disent que c'est interdit, les gens s'en foutent parce que les gens et les gouvernements, ils ne marchent pas toujours ensemble. En fait, dans beaucoup de pays, on voit que les gouvernements n'aident pas beaucoup les gens. Ils sont plus ou moins une obstruction. À mon avis, c'est pourquoi l'accélération et l'adoption de blockchain et surtout au niveau de finances, c'est beaucoup, beaucoup accéléré en Afrique. Ok. Soulouf, vas-y. Oui, j'aime beaucoup l'analogie chemin de fer d'Andrew et il a tout à fait raison. Et d'ailleurs, justement, je pense que pour les acteurs en Afrique, c'est de tenir compte de ça et d'avancer parce que les consommateurs, le citoyen sont là et sont demandeurs parce qu'ils ont besoin de ces services. Je veux revenir sur le business de la rémittance qui est un composant important. J'ai beaucoup aimé aussi l'intervention de Jafar, qui nous a fait sortir un peu de la finance, donc c'est très bien. Mais je vous ramène un peu sur la partie finance et trade. Les remittances en Afrique, vers l'Afrique, c'est 100 milliards de dollars en 2022, chiffre de la Banque mondiale. 100 milliards. 100 milliards, si on est période d'élection, je vous laisse regarder ce que c'est par rapport à notre économie en France, mais 100 milliards, de toute façon, c'est plus important que le FDI, le Foreign Direct Investment, c'est-à-dire les investissements des grands groupes industriels et financiers, plus les institutions financières mondiales comme la Banque mondiale, le FMI, vers l'Afrique. On dit souvent aussi, Soulouf, excuse-moi, que justement la rémittance, c'est plus même que l'aide au développement, l'aide publique au développement. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et l'aide au développement, c'est en général majoritairement compris dans ce que j'appelle les institutions financières, l'AFD en France et tout ça. Mais 100 milliards, c'est plus que les investissements dans les entreprises en Afrique. Ça veut dire que le Soulouf, le Mamadou, le Jafar, le Cédric, parce qu'il est plus africain que moi, ensemble, on est 40 à 50 millions de personnes. Nous envoyons plus d'argent en Afrique que les Total, les Bolloré, tout ce que le Coca-Cola. Mais le problème de la rémittance, il y a deux problèmes, un macro et un deuxième micro. Macroéconomiquement, cet argent, aujourd'hui, en fait, ne bénéficie tant que ça au pays. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gouverneurs de banques centrales en Afrique. En voix off, ils disent, OK, la Banque mondiale dit ça, mais nous, on ne voit pas ça dans les banques primaires, les banques commerciales, quand on fait la somme d'argent le 31 décembre qui rentre chez nous. Ça veut dire quoi? Les Western Union, les MoneyGram, oui, je m'en fous, je le dis, les banques, les opérateurs télécoms qui envoient là, qui collectent le cash
dans les quartiers et sur le net n'envoient pas 100% de leur collecte. Ça veut dire qu'ils ont un modèle économique de provision de cash local dans les pays. Donc ça, c'est un vrai problème. Et je pense que le projet de Cédric vient de ce constat. C'est que la rémittance ne profite pas tant que ça à l'Afrique en tant qu'économie. Le deuxième problème, et là je parle de micro, et ça vous trouverez jamais de chiffres d'études, parce que personne n'en parle, parce que ça intéresse personne, parce que c'est pas quantitatif. L'argent, les 100 milliards, c'est l'argent c'est un poison pour les sociétés africaines. C'est pas que pour les sociétés africaines, c'est un poison pour toutes les sociétés qui ont des diasporas, que ce soit aux Philippines et tout ça. Ça crée des zizanies dans les familles. Et des zizanies méga maous. Il y a des immigrés qui envoient pendant 20 ans, 30 ans de l'argent à leur papa ou à leur frère pour construire une maison. À la fin de leur travail, il n'y a pas de maison. Et donc, c'est une vraie bombe sociale, la rémittance. Bien sûr, c'est un filet de protection. Bien sûr, ça permet de faire manger les gens. Mais c'est comme arroser le sable. Donc, grossièrement, il y a une opportunité justement de driver cette masse de 100 milliards d'une autre manière au bénéfice des États. Et c'est ça aussi qui va aider les États à réguler davantage. C'est ça ce que je voulais dire. Ok. Vas-y, Pascal. Non, je pense que c'était tous des points très intéressants. Et peut-être pour remettre ça un peu dans le contexte de ce que moi je vis un peu chez Fireblocks, où nous on ne vend des licences d'infrastructure qu'à des institutions locales. Donc moi c'est ce que je fais en Afrique, ça va être seulement soit des exchanges, soit des entreprises de tokenisation, soit des banques. Et en fait, tous ces points qui ont été dits sont assez vrais, c'est que sans régulation, en fait, tout ce business de la blockchain en particulier en Afrique, c'est pas forcément les acteurs locaux qu'on voit en bénéficier le plus. Pour le sujet des rémittances, c'est assez vrai aussi, même d'un niveau micro comme on parlait, c'est qu'aujourd'hui la blockchain est effectivement exceptionnelle parce qu'elle permet d'envoyer de l'argent pour bien moindre des coûts, mais elle permet pas de faire grand chose avec cet argent puisqu'il n'y a pas de projet, par exemple, qui pourrait être intéressant pour cette diaspora, de tokenisation de biens immobiliers en local ou des projets en fait plus locaux. Et le grand risque là-dedans, il y a des noms d'entreprises qui ont été cités, mais il y a aussi les plus gros exchanges du monde qui ont des parts de marché énormes dans ces pays africains où il n'y a pas de réglementation. Le plus gros risque, en fait, c'est que l'Afrique a, en particulier, comme continent, a un besoin des cas d'usage fantastiques pour la blockchain, mais pas forcément le cadre réglementaire pour permettre aux institutions locales d'en bénéficier, et du coup à la population. Ce qui crée, en fait, des situations un peu loufoques, comme d'avoir énormément de codeurs de blockchain fantastiques au Maroc, sans aucun business qui peut se monter au Maroc autour de ça. Les mêmes sujets vont remonter au Nigeria ou en Afrique du Sud. Et du coup, moi, à mon goût, la régulation, pour quelqu'un qui a fait de la crypto depuis pas mal d'années, c'est un peu contre-intuitif avec la nature de la blockchain. Mais quand on remet ça au niveau des pays et ce que les pays peuvent en tirer dans leur économie, dans l'emploi, dans la disparité des cas d'usage, c'est vraiment nécessaire pour permettre en fait à ces pays d'en bénéficier beaucoup plus que de faire partir de l'argent des pays africains plus facilement dans un sens ou de juste avoir des remittances moins chères. Cette régulation va vraiment en fait permettre de construire une économie autour de ces cas d'usage de la blockchain. Et moi je dois dire que cette dernière année où on voit les cadres réglementaires se mettre en place, ou même où on voit des bills pour des cadres réglementaires qui sont en train d'être réfléchis, on voit tout de suite une économie locale de l'industrie de la blockchain qui monte et qui, à mon goût, est beaucoup plus intéressante pour le développement de ces pays. Mais est-ce que la réglementation, que ce soit dans les pays émergents ou pas d'ailleurs, est-ce que la réglementation, c'est pas toujours elle qui a couru après l'innovation? On le voit en France, hein, les premières startups crypto, elles ont commencé en 2016-2017 avec un boom dans les années 2019-2020, alors que la réglementation, elle était soit pas encore définie, soit très embryonnaire. Donc est-ce que l'Afrique, puisqu'on parle essentiellement de l'Afrique, ne connaît pas en fait le même processus que ce que nous on a connu en France et en Europe? Ouais, ça c'est une très bonne question, Jean-Yves. Je suis pas sûr si c'est moi la meilleure personne pour
pour y répondre, mais d'une certaine manière, peut-être de la vision de ce qu'on a vécu dans la blockchain au niveau mondial. Et là, c'est plus seulement les pays émergents dans un cadre C'est bien. réglementaire inexistant. On est quand même, Jafar? on a eu chaud. Ouais. Si je peux répondre à ta question. Vas-y, Jafar. Ouais, Ouais. ça marche. Ouais, en gros, en fait, c'est ça. Hein. En gros, en fait, généralement, la régulation, elle suit l'innovation. C'est pas l'innovation qu'elle suit la régulation. Donc, on va pas attendre pour innover. On va pas attendre le cadre légal pour créer des choses. C'est pas comme ça que ça marche. Quel que soit en Europe ou en Afrique ou même sur la Lune, je pense. Et il faut vraiment innover et attendre, enfin, ou communiquer avec le législateur pour essayer de mettre en place un cadre légal qui nous permet, en tout cas, à mettre le use case. Je prends l'exemple de la Tunisie, comme je suis tunisien. La Tunisie, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de loi, enfin, il n'y a pas de réglementation pour les crypto-monnaies. Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit. Aujourd'hui, ils ont même lancé un sandbox pour dire, allez-y, start-up, secteur financier principalement, innovez. Nous, on va venir derrière mettre la législation propice. Et je pense que la majorité des pays africains, en tout cas, essaient d'adopter cette stratégie. Bon, il y en a, en tout cas en Égypte, par exemple, ou je pense au Maroc, ils ont interdit l'utilisation de la crypto-monnaie, mais c'est pour d'autres raisons. On parle au Maroc, il y a quand même un million d'utilisateurs, 1 million de personnes qui utilisent la crypto-monnaie. Je pense, quand il y avait le séisme dans le sud de Maroc, il y avait Binance qui a annoncé un fonds, je pense, de 20 millions, si je me trompe pas, 2 millions ou 20 millions, en tout cas, enfin, j'ai oublié le chiffre. Mais en Binance seul, il y avait 500 000 utilisateurs. Il y avait 500 000 Marocains qui ont un compte sur Binance. Donc après, au Maroc, détenir de la crypto-monnaie, c'est interdit. Voilà, enfin, juste pour dire que il faut innover et après peut-être négocier avec le législateur pour avoir la régulation, en tout cas, qui permet d'opérer. Je vais quand même prendre en tout cas le temps pour essayer de dire, partager avec vous quelques détails peut-être sur ce qui se passe en Afrique, mais il y a des solutions qui sont vraiment innovantes. Je prends l'exemple de Hello Tractor. Je ne sais pas si vous connaissez Hello Tractor, mais en gros, Hello Tractor utilise la blockchain pour connecter les propriétaires de tracteurs avec les agriculteurs qui n'ont pas les moyens d'acheter leur propre équipement. En gros, cette plateforme permet non seulement de louer des tracteurs de manière efficace, mais aussi de suivre l'utilisation et la maintenance des machines en temps réel. Donc, grâce à la blockchain, cette solution, elle est optimale et elle propose en tout cas une utilisation des ressources et augmente la productivité agricole. Et on n'oublie pas aussi que au Sénégal, il y a le Icon Icon, le chanteur qui a construit. Ah oui, il avait créé une crypto-ville, une crypto-city. C'était en 2020-21, ça. Ah oui, ça. Ouais, c'était un projet qui était en tout cas lancé depuis 2017. Hein. Il a fait ok, ouais. J'avais vu la com plutôt vers 2020, mais ok, ouais, vas-y. En gros, enfin, c'est une ville écologique qui utilisera sa propre crypto-monnaie qui s'appelle Litecoin. Donc c'est la monnaie principale. Donc c'est un projet ambitieux qui vise à stimuler en tout cas l'économie locale et à donner un exemple de développement urbain durable qui est centré sur la technologie blockchain. Je parle aussi de Sun Exchange que j'ai utilisé, enfin que j'ai évoqué tout à l'heure, mais ils font des choses en tout cas qui semblent être magiques. En tout cas, si pour un citoyen européen, on voit en Afrique que on peut, en utilisant la crypto-monnaie, investir dans des panneaux solaires ou bien acheter des panneaux solaires en ligne et les faire louer à des personnes qui vont l'utiliser. Mais c'est magique. Mais c'est magique ce qui se passe. En tout cas, pour dire que ça ne veut pas dire, en tout cas, qu'au Sud-Afrique, quand Sun Exchange a commencé à opérer, il y avait en tout cas une régulation qui permette de faire ça. Ce n'est pas le cas, en tout cas. Donc, pour dire que il faut, j'ai un appel aux start-upers africains je suis l'un de ces start-upers d'avancer en tout cas et de ne pas attendre que la régulation soit mettre en place pour mettre des solutions. Je peux prendre plusieurs exemples dans plusieurs pays. On parle aussi de l'Afrique centrale où potentiellement ils vont adopter comme le Salvador le Bitcoin comme legal tender.
Il y a aussi d'autres pays, en tout cas, qui sont en discussion pour adopter la crypto-monnaie et résoudre le problème, en tout cas, de l'inflation qu'ils ont. Je pense qu'en tout cas, d'ici les 3 ans à venir, on va vraiment voir une grande adoption de la crypto-monnaie d'un côté, mais aussi de la technologie blockchain, notamment comme on a parlé, où dans les mêmes pays où c'est interdit d'utiliser la crypto-monnaie, il y a une adoption de cette technologie pour faire en tout cas des solutions qui sont plus efficaces, qui permettent en tout cas des micro-paiements, etc. Voilà, c'est ma petite intervention. Ok, bah, très intéressant. On va focus maintenant un petit peu sur justement les use cases. Jafar, tu as dressé un panorama hyper intéressant tout à l'heure. Moi, j'aimerais diviser ça en 3 parties, mais bon, on n'est pas obligé. Franchement, vous gérez très bien le sujet, donc particulier, professionnel, donc entreprise et institution, sur les cas d'usage pour les particuliers. Donc clairement, on parle des populations. On a déjà parlé rémittance, on a parlé microcrédit, on a parlé paiement. Là aussi, de votre expérience, que ce soit personnelle, familiale, et ou évidemment par le prisme de vos travails, de vos emplois, comment justement la blockchain transforme très concrètement ces secteurs-là que sont donc la rémittance. Donc en gros, la rémittance, c'est clairement l'argent qui vient en général des pays développés vers les pays en développement. Le microcrédit, qui est aujourd'hui un fer de lance extrêmement important pour financer justement en général des petites entreprises. Et encore concernant le paiement, tu en as parlé Cédric au début, dans des économies qui sont débancarisées et qui utilisent de plus en plus, je crois, le mobile pour les paiements via notamment les opérateurs téléphoniques. Vas-y Cédric. Oui, on a pas mal parlé des paiements et de la remittance. Moi, je voulais parler justement du microcrédit et de la microfinance parce que j'ai travaillé sur un projet en Tunisie. Merci Jafar d'ailleurs de m'avoir fait travailler sur ce projet. Ce que j'ai trouvé très intéressant, donc c'était le premier institut le premier institut de microfinance en Tunisie qui gère quand même. C'est là où on voit les chiffres très intéressants. Cet institut gère 25% de la dette privée du pays. Avec 500 000 personnes auxquelles ils accordent, je crois, il y a plusieurs milliards de l'équivalent de plusieurs milliards de dollars d'encours. Le problème de la microfinance, enfin, il y a là plusieurs problèmes, mais le problème fondamental, ce sont les taux d'intérêt. Puisque ces instituts de microfinance ne sont pas considérés comme des banques par les bailleurs de fonds internationaux et donc disposent de notations sur les agences de notation qui sont mauvais. Et donc de ce fait-là, pour se financer, elles empruntent cher. Et résultat des courses, elles proposent des taux à leurs propres clients qui sont simplement scandaleux, on va dire, puisqu'on va être aux alentours de 15 à 20% de taux d'intérêt sur des petites sommes. Alors même si, évidemment, cette microfinance est absolument essentielle pour soutenir l'économie locale, puisqu'elle s'adresse essentiellement à des petits entrepreneurs, des agriculteurs, des petits commerçants, etc. Donc elle est vraiment fondamentale. Elle est en plein développement, mais elle a ce problème-là de coût. Et ce que je trouvais vraiment très intéressant en discutant avec ces gens-là, c'est qu'ils entrevoient la blockchain comme un moyen déjà de réduire ces taux. Pourquoi ? Parce que pour 2 raisons. La première qui est une efficacité opérationnelle, c'est-à-dire en utilisant des stablecoins comme jetons intermédiaires entre les monnaies fiat, on va réduire les coûts d'exploitation et les coûts de traitement en fait des prêts. Donc déjà on va faire des gains là-dessus. Mais le potentiel le plus gros, c'est probablement la capacité de se refinancer sur les liquidités disponibles dans le monde de la crypto à des taux beaucoup plus bas que ce que leur accorde la finance traditionnelle. Donc honnêtement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est leur vision à eux,
est une vision, je pense, probablement ambitieuse, parce que c'est vrai que les liquidités dans le monde de la crypto sont quand même assez faibles par rapport à la finance mondiale, mais elle est disponible par le biais de gens qui sont plus enclins à comprendre ces problèmes-là, et surtout qui n'ont pas l'espèce de rigueur académique des agences de notation pour évaluer finalement la solvabilité de ces gens-là. Parce que quand on regarde les comptes de ces entreprises de microfinance, en fait, quand elles sont bien gérées, c'est des entreprises plutôt rentables, et qui n'ont pas de problème, en fait. Je me souviens des chiffres, hein, cette institution-là, elle a des taux de défaut de 3%. Donc des deux choses tout à fait raisonnables, et donc on peut leur faire confiance. Et c'est là où la blockchain amène quelque chose de très très intéressant. C'est un contact direct entre l'investisseur qui se veut éthique et qui dit bah tiens, là moi avec mes cryptos je peux contribuer au développement d'une économie destinée aux plus défavorisés, tout en ayant une certaine garantie que finalement je retrouverai mes fonds, ce qui va permettre à la fin d'abaisser les taux pour l'emprunteur final. Donc en tout cas, on voit bien qu'il y a une prise de conscience de ces possibilités-là. Et pour revenir sur le problème de la réglementation, moi ce que j'espère, c'est que finalement les gouvernements, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces initiatives vont se déployer parce qu'elles sont pragmatiques, et ils vont constater que finalement ça leur bénéficie directement. Et donc s'ils sont un petit peu lucides, la réglementation devrait être plutôt devrait pousser et favoriser ce genre de projet plutôt que d'essayer de leur mettre des bâtons dans les roues comme on fait en Europe. Voilà, je voulais donner cet exemple-là qui me semble être tout à fait significatif des mouvements qu'on observe dans ces pays-là. Vas-y, Soulouf. Ouais, excusez-moi. Merci Cédric, parce que en fait j'ai demandé à prendre la parole pour remporter ton pas. Tu as tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord que effectivement le microcrédit aujourd'hui est en passe de passer à un V2, et la blockchain comme moyen, mais surtout l'attraction des fonds crypto institutionnels, donc du monde entier, est possible. Et donc je reviens un peu sur ce que j'ai dit quand j'étais au début en disant nous sommes des enfants gâtés, avec des protocoles pas en finir, mais on peut y exploiter ces innovations technologiques et innovations financières justement pour servir une cause qui est le développement de l'Afrique. Donc nous, pour revenir un peu ce qu'on fait, nous, on urbanise complètement une nouvelle infrastructure de commerce et de finance. Pas indépendamment de la régulation, mais on avance, et en fonction des pays, comme Jafar disait tout à l'heure, la régulation va aussi nous regarder. Alors, quand je dis de manière holistique, c'est pas tout simplement financière. L'Afrique, il y a 1,4 milliard de personnes, mais il y a à peu près plus de 100 millions de petites entreprises. 100 millions sur les 54 pays. Les chiffres, c'est difficile à vérifier parce que la majorité de ces 100 millions sont informels. Donc on revient toujours sur la problématique de l'économie informelle. Mais, je parle toujours au niveau macro, après je vais revenir sur le niveau micro. Mais, toutes les études, toutes les stats montrent que plus de 60% de GDP des pays africains sont générés par ces petites entreprises qui vivent en vase clos. C'est-à-dire que quand vous avez une épicerie à Bujumbura ou à Addis Abeba, votre zone de chalandise, c'est les gens de votre quartier. Quand vous avez un salon de coiffure, c'est les gens de votre quartier. C'est-à-dire que autant l'Afrique, c'est beaucoup digitalisé, c'est beaucoup globalisé en communication. C'est le plus grand continent, on utilise WhatsApp, Telegram. L'Éthiopie est le deuxième pays au monde utilisant Telegram après l'Inde. En termes de communication, mais vraiment en termes de commerce, ça s'est peu digitalisé. Donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de revenus supplémentaires. Donc, on est parti de ça. Et donc, l'usage qu'on fait de la blockchain, c'est vraiment pour développer économiquement les petites entreprises. Donc, quand on me demande qu'est-ce que tu fais, moi, je dis, mais vulgairement, je dis, moi, je suis dans un business d'amener du pognon en Afrique. Et je fais ça de deux manières.
Un, en amenant du chiffre d'affaires supplémentaire aux petits commerçants du quartier, et deux, en leur amenant du financement. Et donc, on bâtit cet urbanisme, on a urbanisé, on fait pas juste un window dressing avec une application mobile qui est sympa, même pas, on construit même pas une maison qui est pour nous, mais une architecture complètement avec comme une ville, quoi, avec des points d'entrée pour tous ces services. Il y a 3 services majeurs: acheter, vendre et financer. Et derrière ça, l'objet, c'est permettre à un immigré d'acheter de la bouffe à ses parents dans l'épicerie de quartier au lieu où en plus d'envoyer de l'argent, donner la possibilité à un quincaillier de vendre en ligne et de recevoir des commandes locales, mais surtout à 80% de l'étranger, et donner la possibilité à ces petites entreprises d'accéder à des financements que les banques ne leur donnent pas. Si vous voulez créer aujourd'hui une pizzeria dans n'importe quelle ville africaine, vous avez besoin peut-être de $2000, mais les banques ne vous le prêtent pas. Parce que voilà, vous n'existez pas, ou bien quand vous existez parce que vous n'avez pas un revenu régulier. Et donc vous faites quoi? Les tontines, les bricolages. Et le microcrédit sur la blockchain, adossé à des fonds institutionnels, donc vous voyez, je lis les deux, hein. L'Afrique n'est pas une île, là, on vit pas dans un endroit isolé, on est dans un marché économique global et qui est très, très intéressant pour les fonds. Donc voilà, c'est acheter, vendre et financer. Ok, bah écoute, merci pour ça. On va se diriger vers la partie peut-être CBDC. Pour le coup, je me suis un petit peu renseigné avant l'émission évidemment, et j'ai vu effectivement que les initiatives liées au CBDC, donc ces monnaies numériques de banque centrale, connaissent un développement très très important en Afrique notamment ces dernières années. Là aussi, comment que ce soit les populations, les entreprises et les entrepreneurs bien sûr appréhendent justement ces monnaies centrales. Est-ce qu'elles l'appréhendent comme en Europe où on a une défiance face à elles, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, ils l'accueillent avec plutôt bienveillance, hein, puisque ça leur permettrait de pouvoir digitaliser justement leurs échanges. Je ne sais pas qui veut donner son avis là-dessus. Pascal? Allez, je me lance. Ouais, allez, go. En plus, c'est vrai que le sujet des CBDC est un sujet assez difficile. Et est-ce que tu m'entends? Tu peux parler. Ouais, on t'entend bien, Pascal. Vas-y. Et un sujet difficile parce que... Non, on n'entend pas. Non? Si, Cédric, on l'écoute, on l'entend. Ah, moi, j'entends pas. Donc ouais, Déco et Rocco, c'est malheureux, mais ça arrive parfois. Okay. Vas-y, Pascal, on t'entend. Donc, on m'entend. On t'entend, Pascal. Oui, je disais, le sujet des CBDC est vraiment un sujet difficile, et en fait, il y a vraiment aucune banque centrale dans le monde aujourd'hui qui a résolu tout le problème, et surtout, en fait, comment est-ce qu'il s'intègre dans un écosystème blockchain. Mais quand on y réfléchit, c'est extrêmement important dans le cas de l'Afrique, des pays émergents et dans le monde entier, puisque aujourd'hui, en fait, on a une économie de la blockchain qui se développe et qui, malheureusement, en fait, soit relie sur du fiat, de l'argent normal pour financer ça, ou des crypto-devises qui sont plus ou moins volatiles. Quand on pensait à ces cas d'usage un peu différents, comme la tokenisation, des véritables paiements transfrontaliers, ou des cas d'usage encore plus Web3 autour des NFT, autour des communautés, il y a vraiment besoin de ces monnaies digitales indexées sur des devises traditionnelles pour en fait fluidifier ces échanges et permettre à l'écosystème de grandir et de moins dépendre de ces crypto-monnaies. Un des gros problèmes pour les banques centrales, c'est que c'est aussi d'abandonner un peu ce manque de transparence peut-être qu'ils avaient dans la gestion de leur propre monnaie. Donc déjà, il y a un peu de résistance de la part des banques centrales elles-mêmes. Il y a aussi les banques qui sont dans ce sujet-là, qui elles sont dans le sujet de la création monétaire, donc qui ont clairement un impact dans ces devises naturelles et qui voient pas très bien, qui ont de temps en temps du mal à voir comment elles s'incluent dans ces projets de CBDC. Et derrière, on a les fintechs qui vont un peu à 100 000 à l'heure,
qui elle en fait crée un énorme nombre de stablecoins pour résoudre le problème actuel qui est de fluidifier l'ensemble de ces échanges dans l'écosystème. Aujourd'hui, ce qu'on voit chez Fireblocks, où nous on travaille avec des banques centrales et les fintechs, c'est qu'en fait la nécessité en fait d'avoir ces trois acteurs ensemble pour construire en fait des écosystèmes de stablecoin et de CBDC qui sont interopérables entre eux est cruciale. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Mais à la base, pour les pays africains en particulier, il faut garder en tête que la plupart de leurs échanges passent par le dollar. Les CBDC sont vraiment le moyen de récupérer cette souveraineté un peu nationale et cette souveraineté de la devise. Maintenant, pour les mettre en place, ça crée une difficulté au niveau de la régulation qui a que ces trois acteurs qui se sont jamais vraiment parlé sur le sujet de la blockchain sont obligés de s'asseoir ensemble pour essayer de résoudre et de mettre en place un système cohérent. Et ça, c'est là où peut-être la régulation va permettre à tous ces acteurs de trouver un peu leur place, aux banques de voir quelles seront leurs places dans l'écosystème, aux fintechs de trouver leur place, et ce qui vont permettre aux banques centrales de vraiment avancer sur les CBDC. Mais au-delà de ça, il faut pas oublier que malgré le fait que ça soit un sujet qui avance vite, des CBDC at scale, aujourd'hui, il y en a pas vraiment, mais il y a plus de 130 banques centrales qui étudient la question avec des sujets de plus en plus matures. Et ces sujets de plus en plus matures, je vous invite, pour ceux qui ne le voient pas, par exemple l'Australie a un peu ce cadre qui va travailler entre banques centrales, entre banques et entre fintech. Et pour nous, ce qu'on voit, c'est vraiment nécessaire d'avoir l'ensemble des acteurs, et pas une banque centrale comme au Nigeria qui lance un CBDC toute seule, mais l'ensemble de ces acteurs ensemble qui coopèrent pour avoir un système interopérable qui permettra de faire grandir l'écosystème. Ok, alors j'ai pas suivi qui a levé la main en premier, donc je vais vous laisser vous répartir la parole. Là, il y a 3 mains levées. Qui veut commencer? Je commence. Vas-y, Jafar. Je vais. Ou sinon, Vas-y. Cédric, vas-y. Go. Non, moi je suis assez d'accord avec Pascal, mais moi je vais être assez pragmatique en fait. Je pense que dans beaucoup de pays émergents, les CBDC vont mettre beaucoup de temps à être mis en œuvre. Certainement, ça va mettre beaucoup plus de temps que des initiatives privées ou de la part d'ONG d'ailleurs sur les stablecoins. Je crois beaucoup plus à l'émergence de projets concrets autour des stablecoins, notamment autour de la rémittance, mais aussi des paiements transfrontières, etc., qui vont être plus ou moins autorisés, plus ou moins vus comme perturbants par les gouvernements, mais qui vont s'établir. Et à partir de ces projets-là, qui vont croître, pour moi c'est absolument évident, les gouvernements vont ensuite tenter de les contenir ou de les favoriser pour à la fin finalement probablement choisir quelques projets qui auront eu un succès et dire voilà, il y a sur tel ou tel service financier d'inclusion financière, il y a des solutions de stablecoin qui ont été mises en place, qui n'ont pas forcément mis en péril la monnaie nationale, qui ont permis de développer l'économie locale, qui ont permis de fluidifier les échanges. Je les autorise et puis je commence à les intégrer dans mon économie. Moi, je vois plutôt ça comme un développement relativement naturel où la réglementation n'est pas en avant, mais va venir justement a posteriori. C'est mon avis. Voilà. Ok, alors Jafar, vas-y. Alors, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais peut-être je parlerai des pays, en tout cas africains, qui cherchent à mettre en place, en tout cas, un CBDC. On parle de Nigeria, où ils ont mis déjà le INERA, qui était une catastrophe nationale. En tout cas, il n'y avait pas d'adoption. En tout cas, l'idée de base de l'INERA, elle visait à faciliter les transactions sans compte bancaire et à améliorer le commerce transfrontalier et à favoriser l'inclusion financière. Normalement, ça fonctionne sur une infrastructure basée sur blockchain, mais apparemment, lors du lancement, il y avait des gros problèmes. En tout cas, il y avait des limites qu'ils ont mis, en tout cas pour le nombre de transferts, la quantité, etc. Et ce qui a opposé, en tout cas, les utilisateurs à l'utiliser. Donc c'était un échec. Je sais pas si l'un d'entre nous, en tout cas dans ce panel, qui a plus de détails sur ça, mais en tout cas il a été lancé l'année dernière et ça n'a pas marché. On parle de l'Afrique du Sud aussi, qui explore activement
une CBDC pour les transactions de détail. C'est un projet, je pense, qui s'appelle Coca ou un truc comme ça, si je me trompe pas du nom. En gros, c'est d'abord concentré sur les règlements interbancaires en utilisant bien sûr la blockchain. Et en gros, cette institution, elle a étudié la faisabilité d'un rang numérique qui pourrait être utilisé pour le grand public pour déterminer comment une CBDC pourrait fonctionner aux côtés d'autres formes de paiement numérique. On parle de Ghana aussi, qui a mis en place, enfin, je pense que c'était la banque nationale, je pense que c'est la banque de Ghana, si je ne me trompe pas, qui a un stade avancé, en tout cas, de l'introduction de CBDC, qui est destiné, en tout cas, à fonctionner parallèlement à l'argent physique et à d'autres méthodes de paiement numérique. On parle aussi de l'Afrique de l'Est, qui est moins avancée, mais en tout cas, qui avait des discussions. On parle aussi de la Tunisie, en tout cas, il y avait des tables, on parle en tout cas de CBDC en Tunisie depuis 2017. Il y avait un article qui a été publié à Cointelegraph en 2017 pour dire que la Tunisie, je pense que c'est l'un ou deuxième pays en tout cas au monde qui parlait du CBDC depuis 2017. Malheureusement, on n'a pas vu, ce projet n'a pas vu le jour. On parle de Maroc. La Banque centrale de Maroc est en phase de recherche d'une éventuelle CBDC. Ils ont mis l'accent en tout cas sur le type des avantages et des risques associés à cette monnaie numérique en termes de stabilité financière et cyber security, en tout cas le cadre réglementaire. Voilà, en tout cas, je pense que les pays africains, en tout cas, sont en train d'explorer cette piste. Moi, comme je suis un Web3 natif, si on peut dire ça, je suis contre, en tout cas, ces initiatives. Mais en tout cas, ça mène à bouger la communauté, en tout cas, de chaque pays pour essayer de mettre en place un cadre légal et préparer l'infrastructure, en tout cas, pour que les institutions commencent à innover. Personnellement, je suis contre de la mise en place de ce genre, en tout cas, use case, mais en Tunisie, j'aimerais bien voir en tout cas un CBDC. Je pense que ça va aider le pays à mieux se positionner, faciliter toutes les transactions qui pourraient se faire, surtout que la Tunisie a un gros problème de monnaie, comme c'est une monnaie en tout cas privée. Un Tunisien ne peut pas en tout cas faire des paiements en devises, quand on dit devises, donc toute monnaie qui n'est pas le dinar tunisien. Donc j'espère en tout cas que cette initiative pourra vraiment résoudre ce problème de fond qui bien évidemment crée en tout cas un blocage pour les entrepreneurs et toute entreprise tunisienne qui cherche à s'aventurer en tout cas dans le marché mondial. Ok. Voilà. Solof? Oui, je veux juste ajouter, parce que je suis d'accord sur ce que Cédric a dit, ça me fait rire Jafar en disant je suis un pur Web3, mais j'aimerais quand même que ça existe. Je voudrais juste partager ma vision personnelle là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un phénomène qui n'aboutit pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de pays, j'ai même participé à un des projets, c'est-à-dire Digital a participé à un des projets et qui n'a pas abouti. Le projet a été mis au placard. Moi, je considère que le CBDC, c'est une opportunité pour les pays émergents de démocratiser, je précise bien mon propos tout à l'heure, de démocratiser l'usage des services financiers digitaux. Mais il y a deux types de CBDC. Il y a le wholesale, c'est-à-dire la relation entre les banques centrales et les banques primaires, les banques commerciales. Et après, il y a ce qu'on appelle le CBDC théorique, retail, où Madame Michu, le quincailler du coin, pourrait recevoir le e-dinar, e-naira et acheter des choses comme ça. À court terme, ce serait que du wholesale. Et moi, je trouve que l'Afrique et les pays africains doivent aller dans le CBDC wholesale, mais il y a un combat à faire pour que les banques, parce que les banques africaines sont comme les banques en Europe, se battent, font tout ce elles veulent pour que ce CBDC soit ouvert à d'autres acteurs. Donc le vrai débat, c'est
la volonté de la Banque centrale et du gouvernement de dire on fait une architecture de distribution en gros d'argent sur une technologie DLT, on n'a pas forcément besoin que ce soit du projet public, qu'importe, mais de faire ça pour d'autres acteurs, pas simplement les banques. Et ça, c'est un vrai problème. Vous voyez bien le MICA, le MICA a été transformé par les banques comme un moyen de virer les startups. Donc en Afrique, c'est encore beaucoup plus facile. Ça permet, de réduire le coût d'impression d'argent et de transfert d'argent même si c'est juste des calculs dans la base de données, entre la banque centrale et les banques commerciales. Ça permet de fluidifier ça. Et la deuxième raison, et là je vous invite à sortir un peu de microscope micro-africain, c'est que géopolitiquement, il y a eu quelque chose qui s'est passé la semaine dernière, ou il y a 15 jours, qui nous est passé certainement comme ça, qui est le refus par l'Arabie Saoudite de re-signer le contrat du pétrodollar. Ça veut dire que, c'est pas le dédollarisation, c'est pas encore ça, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus du trade de gold dans le monde qui va plus passer par le dollar. Et les pays africains qui sont dans ce business de pétrole, le Nigeria, le Gabon, enfin tout le Sénégal, vont avoir la possibilité de vendre leur pétrole avec d'autres monnaies. Et le CBDC wholesale leur permettrait d'accélérer ce mouvement. Donc ça peut être un déclencheur, mais vraiment en macro au niveau, le gars de la rue voit pas ça. Et ça permet après aussi d'accélérer la régulation sur les autres services auxquels on parlait tout à l'heure, les transferts d'argent et tout ça. Donc moi je vois ça d'un bon œil, pour le peu que ce soit bien géré, pour le peu que les acteurs de chaque pays arrivent à bloquer la volonté des banques de rester tout simplement en face de la Banque centrale. Il faut qu'ils arrivent à l'ouvrir, et ça c'est un rapport de force, pays par pays, c'est pas forcément gagné d'avance. Ok, merci beaucoup Soulouf, et ce sera le mot de la fin de cette table ronde à laquelle je vous remercie d'avoir participé. Je vais vous laisser, je vois des mains levées, peut-être 30 secondes chacun pour le dernier mot, et ensuite on va se diriger vers la fin de cette discussion. Cédric et ensuite Jafar. Oui, moi je voulais ajouter un sujet dont on n'a pas du tout parlé et qui me semble très prometteur pour l'Afrique, c'est le minage de Bitcoin. On est bien toujours dans le sujet de la blockchain. Il y a de plus en plus de projets qui se développent. L'Éthiopie vient d'annoncer des investissements assez massifs puisqu'ils veulent construire des centrales hydroélectriques qui seront financées par le minage de Bitcoin sur des puissances importantes, 100 mégawatts. Pour rappel, le plus gros centre mondial, il est au Texas et il fait 1,1 gigawatt. Et moi, je pense que c'est une opportunité extraordinaire qui mixe la problématique de la distribution énergétique. On a 60% des Africains qui n'ont pas accès ou un accès intermittent à l'électricité. Et le minage de Bitcoin, il y a des projets vraiment fabuleux à regarder de près, notamment celui du parc du Virunga et d'autres, qui ont démontré que non seulement ça stabilisait politiquement la zone, ça permettait de redévelopper une économie locale, ça permettait de financer les infrastructures de distribution d'énergie, parce qu'en fait c'est là où est le coût. C'est un sujet qui mériterait une table ronde à part entière, tellement je trouve que c'est prometteur. Quelque part là, on est sur vraiment le besoin de base qui est même antérieur à celui de pouvoir acheter et payer des choses. C'est simplement de pouvoir avoir de l'accès à de l'énergie, et je trouve que là il y a une opportunité vraiment gigantesque qui est en train de se présenter pour ces pays-là. Voilà. Oui, c'est vrai, tu as raison. On n'a pas parlé du mining, et c'est vrai qu'on peut pas parler de tout, mais merci d'avoir ajouté cette composante à la discussion. Jafar? Alors moi je veux juste profiter de cette occasion pour un peu promouvoir ce qu'on est en train de faire, mais en gros là, comme j'ai dit tout à l'heure, on organise un hackathon qui est destiné en tout cas pour développer sur Hedera. Aujourd'hui on a en tout cas plus qu'une centaine de développeurs qui développent sur Hedera. On a 17 projets avec une price pool de $5,000.
Et on organise un autre hackathon qui va commencer au 7 juillet, où on va développer, enfin en tout cas les participants vont développer sur Aptos, et il y aura une prize pool de $7,000. Voilà, donc une invitation pour toute start-up ou tout, en tout cas, intéressé à participer à ces hackathons. Je rajoute juste que, en tout cas, dans le blockchain, en gros, on a une équipe francophone et anglophone de développeurs. On a une vingtaine de développeurs qui sont prêts, en tout cas, à aider et à mettre en place des use cases. On a des développeurs, mais on a aussi des économistes. On travaille sur plusieurs projets d'économie de tokens. Donc, s'il y a des intéressés, n'hésitez pas à me contacter en DM. Eh ben, t'as bien raison, Jafar. Et bah, écoute, mais c'est ce genre d'initiative de toute façon qui permettent de développer un écosystème, donc des développeurs, demain des investisseurs et peut-être un peu plus loin des utilisateurs. Solof, tu veux finir sur un mot? Oui, bah, le premier mot, c'est merci d'avoir organisé cet événement parce que c'est très riche. La deuxième, c'est juste reparler de l'eau. Donc, nous sommes une société française, hein, mais on est focalisé à 100 focalisé à 100% sur l'Afrique, en amenant ces trois services qui n'ont rien à voir avec staker, restaker et tout ça, qui permettent aux gens d'acheter des produits de première nécessité auprès des commerces en Afrique. Donc aujourd'hui, on a 150 marchands, mais on est en train d'intégrer 2000 marchands en Éthiopie. On fonctionne complètement en mode analogique et digital. On embauche des gens dans les pays africains pour recruter ces marchands. Donc là aussi, on est pourvoyeur de jobs. Acheter, vendre et surtout amener du financement à ces TPE, PME, même les informels. Et ça, c'est l'enjeu pour nous d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Voilà, donc merci encore et j'espère participer à d'autres événements si ma présence. Ben, merci à toi en tout cas. Évidemment qu'elle sera souhaitable. Andrew? Et oui, et pour terminer, de notre part, la Ashcraft Association, on fait beaucoup de projets en Afrique maintenant. On a commencé un projet qui va contribuer dans les 5 pays de Nigeria, Malawi, l'Afrique du Sud, le Kenya et il y a, aussi Rwanda. Et c'est un projet de hackathon, investissement et des entraînements. Et aussi, nous sommes en train de commencer des autres projets financiers dans la région. Alors, il faut vous attendre un peu pour toutes les nouvelles, mais on fait des grandes choses dans le continent. Merci Andrew. Jafar? Non, peut-être non, ou Pascal. Alors, j'ai pas parlé, mais je Vas-y, voulais juste dire qu'on est partenaire en fait avec Solofo et avec Andro d'ailleurs. Donc c'est marrant en fait d'être dans cette table, mais en tout cas on a développé une partie de la solution de Solofo et ensemble en fait on collabore avec Andro et Leverage Graph Association pour plusieurs activités. Il y en a certains en tout cas qu'on a évoqués, mais il y en a d'autres peut-être on parlera de ça peut-être dans le futur. Avec plaisir. Pascal, Parfait. c'est toi qui n'as pas encore parlé. Merci beaucoup. Merci Jérémy d'avoir organisé cette table ronde et à tout le monde aussi d'y avoir participé. Peut-être moi le mot de la fin, dire en fait que la technologie de la blockchain est vraiment une opportunité absolue pour les pays émergents. C'est une opportunité peut-être qu'on n'aura pas dans les 10, 20 ou dans les 100 prochaines années pour ces pays-là de vraiment redynamiser et réinventer leurs économies. Et peut-être la preuve en est de voir un peu ce que le Moyen-Orient est en train de faire de cette technologie et de prendre inspiration sur ça et de se rendre compte aussi que c'est une course. Et que du coup il n'y a pas de temps à perdre aussi pour développer ces choses parce que c'est une belle opportunité mais aussi une course où il faut être rapide, innovant et je pense que les pays émergents ont tous à y gagner dans cette course. C'est le parfait mot de la fin. J'aurais pas dit mieux. D'ailleurs, je vais même pas essayer. Je vais simplement me contenter de vous remercier tous d'avoir participé à cette table ronde, que ce soit vous, évidemment, les participants, mais également celles et ceux qui, ont passé
du temps avec nous pour l'écouter. On organisera d'autres tables rondes, évidemment, dans les prochaines semaines et les prochains mois. En attendant, vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur l'ensemble des plateformes de podcast, sur l'application Cyborg et également sur notre chaîne YouTube. En attendant, lorsque le space va se fermer, eh bien, n'hésitez pas aussi à retweeter le lien du space pour permettre sur Twitter même, eh bien, et à d'autres personnes de pouvoir écouter ou réécouter, que ce soit l'interview du COO de Kiln, cette table ronde ou encore l'actu Web3 que nous avons fait ce matin avec le stagiaire de Hawk, comme à chaque fois. Je vous donne rendez-vous demain matin pour un nouveau GM Web3 en anglais, dans lequel je recevrai le CEO de Night of Catena, un projet donc gaming sur Multiversix, qui est juste en fait l'application qui génère le plus de transactions sur toute la blockchain. Voilà, donc ça va être hyper intéressant de parler de gaming et adoption avec lui. Et puis je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 10h pour disons l'after de Crypto Normandie de ce week-end et également un nouveau numéro de Pitch Alira dans lequel 4 projets incubés chez Alira viendront pitcher directement devant les experts et c'est vous, les auditeurs, qui choisirez votre pitch préféré qui remportera 1 mois d'accompagnement par justement ces mêmes experts. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Encore merci Soulouf, Andrew, Jafar, Cédric, Pascal et tous les autres. Et à bientôt. Merci. Au revoir.